Bonjour, nous recevons aujourd'hui deux auteurs d'un très intéressant ouvrage qui s'appelle L'Archipel des Français libres, Xavier Fréquent et Yassir Guelzine. Alors c'est un ouvrage qui a été édité dans une maison d'édition de Saint-Pierre-et-Miquelon qui s'appelle les éditions Mon Autre France. Tout à fait. Et il y a de très belles illustrations de Julien Robin, qui est le tatoueur de l'archipel. C'est ça. Donc ce livre s'appelle L'Archipel des Français libres et raconte un épisode assez peu connu, mais qui a eu à l'époque beaucoup d'importance. Et ça se passe à Noël 1941. Et on voit à travers cet épisode, dont vous allez nous parler, beaucoup d'éléments très intéressants de la France libre, et notamment la rivalité entre le général de Gaulle et l'amiral Muselier. Mais avant, je voudrais très rapidement, que vous vous présentiez l'un et l'autre. Xavier Fréquent. Donc moi, je suis producteur et réalisateur de documentaires. J'ai fait beaucoup de films en Outre-mer et c'est documentaire. C'est pour ça que je me suis intéressé à cette question. Voilà, ça fait 25 ans que je fais ce métier avec ma société de production. Et c'est vrai que quand je vais souvent sur l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon, j'ai toujours été intrigué de voir le drapeau de la France libre sur la maison du préfet. C'est quand même assez singulier. Et toujours aussi, en allant chez des amis, je voyais les portraits de ces anciens en uniforme de la France libre. Et ça m'a intrigué, ça a piqué ma curiosité. Et de fil en aiguille, on m'a raconté cette histoire incroyable. Mais tu sais, c'est passé quelque chose ici en 1941. Les Français libres ont débarqué pour libérer l'archipel. Ah, voilà une histoire intéressante à raconter. Voilà. Et vous? Et moi, je suis Yassir Guelzine, je suis journaliste pour le Courrier de l'Atlas, et puis je suis réalisateur également. En fait, moi, je travaillais sur le sujet, mais plus du côté muselier, parce que c'est ce côté-là qui m'intéressait, aussi un peu la stratégie, parce que je m'intéresse beaucoup aux États-Unis. Et du coup, j'avais commencé un dossier. Un ami commun nous a fait nous rencontrer avec Xavier, et on s'est dit tant qu'à faire, autant mettre toute cette belle histoire ensemble, et c'est ce qu'on a fait. Et du coup ça nous a permis de faire un documentaire, et puis pour France Télévisions. Et de ce documentaire on s'est dit tiens, on a tellement de matière, pourquoi ne pas en faire aussi un livre. D'accord, un documentaire qui devrait être diffusé au mois de mai, sur France 5. D'accord. Dans la case, sur la case du ciel. Qui a été diffusé déjà sur le réseau Outre-mer. Le réseau Outre-mer. Ouais. Et alors cet ouvrage est un ouvrage tout à fait intéressant parce que l'histoire est intéressante. Et puis aussi, c'est un bel ouvrage avec évidemment des photos historiques, des témoignages aussi de Saint-Pierret qui ont vécu cette affaire. Et puis donc ces illustrations qui sont faites par le tatoueur de Saint-Pierre-et-Miquelon parce que ils ont ça dans la peau. Exactement. Alors, que s'est-il passé le 24 décembre 1941 ? Comme tu veux. Alors, le 24 décembre 1941, les Français libres débarquent à Saint-Pierre-et-Miquelon. Donc, quand on parle de débarque à Saint-Pierre-et-Miquelon, il faut recontextualiser un petit peu. Donc, on est en décembre 1941. L'archipel est sous la tutelle de Vichy, par un gouverneur qui s'appelle de Bournat, oui. Qui est pas virulent, mais qui est quand même pro-Vichy, soutenu par évidemment le clergé de l'archipel, qui lui est quand même très Monseigneur Poisson. Monseigneur Poisson, voilà. Et déjà dès 1940, on sent quand même de la part des Saint-Pierrais un engagement plutôt du côté de la France libre, puisque très rapidement ils vont rentrer en contact avec Londres en disant venez à notre secours, on peut pas rester comme ça sous la tutelle de Vichy. Donc c'est assez clivé sur l'archipel quand même à ce moment-là. Et puis effectivement ils s'attendent pas du tout à cet événement qui va arriver, à savoir donc l'arrivée de 3 corvettes et d'un sous-marin des FNFL qui viennent prendre possession au nom de la France libre du territoire. Alors, pour quelle raison, on va peut-être le découvrir dans un second temps, mais c'est vrai que ça se passe le 24 décembre 1941, donc la veille de Noël, qu'à ce moment-là, l'archipel est pas défendu, puisqu'il n'y a pas vraiment de raison de défendre l'archipel. Il y a une poignée de gendarmes qui, comme par hasard, ce soir-là, où il y a eu une grosse tempête de neige, sont restés plutôt au chaud à la maison. Et donc, en fait, quand Muselier arrive avec ses corvettes dans la rade de Saint-Pierre au petit matin du 24 décembre 1941, il n'y a absolument aucune résistance.
Donc très rapidement, les Français libres débarquent, les objectifs... Il y a une certaine liesse quand il complètement, arrive. Tout à fait, il y a une vraie liesse populaire. Tout à fait. Les objectifs sont pris assez rapidement. Oui. Les objectifs, c'est la TSF, oui, bien sûr. C'est la maison du préfet, c'est la gendarmerie. Donc militairement, c'est assez vite occupé, sans vraiment de résistance. Et effectivement, la population qui s'attend pas à voir la Croix de Lorraine flotter sur des bateaux, puisqu'ils s'attendaient plutôt à voir des bateaux de Vichy arriver là. Quand ils voient ça, les gens n'en croient pas leurs yeux. Hein. Tout le village se réveille petit à petit et tous les gens débarquent sur le port de Saint-Pierre et acclament littéralement l'amiral Muselier et ses hommes. Et c'est vraiment, ça se passe. Le journaliste américain qui les accompagne dit ça se passe sans qu'un coup de feu ne soit tiré. Tout n'était que rose. Tout n'était que rose. Voilà, c'est ça, exactement. Donc ça s'est passé vraiment très bien. Et alors là, il y a quand même deux hommes dont on voit l'action dans la France libre, c'est évidemment le général de Gaulle et l'amiral Émile Muselier. Alors, qui est l'amiral Émile Muselier? Alors, là, il faut comprendre que l'amiral Muselier, donc c'est un amiral à la retraite oui. Au moment du début de la guerre. Plus âgé que le général. Beaucoup plus âgé que le plus général. Gradé aussi. Plus gradé, qui vient d'un corps d'armée qui est différent parce que le général de Gaulle venait de l'infanterie, l'amiral venait de la Royale. Et il y a aussi une opposition de caractère déjà, puisque avec l'amiral Muselier, on a affaire à un méridional, proche des milieux francs-maçons, proche des francs-maçons, alors que le général est connu quand même pour être catholique. Et donc il y a une opposition comme ça qui est très forte entre les deux personnages. Cet amiral, lorsqu'il voit la France tomber et la France être entre les mains du maréchal Pétain, décide de continuer le combat. Pour lui, il faut continuer le combat et il décide, sa première action, c'est d'aller à Londres et de continuer le combat. Il arrive le 1er juillet 1940 et il est désigné par De Gaulle comme commandant des forces françaises libres, que ce soit aériennes ou navales. Donc il va réussir à amasser autour de lui énormément de marins. Et c'est lui aussi qui est le créateur de ce symbole fort qui est la Croix de Lorraine. Quand même. Qui flotte sur la fondation Charles de Gaulle. Le savons. Et donc, il va très vite, ces deux hommes, en fait, ont un même objectif, c'est-à-dire combattre les nazis, mais en même temps, ils sont opposés, même politiquement. C'est-à-dire qu'il y a des petites tensions entre eux, ça commence tout doucement. Puis au fur et à mesure, on va avoir l'épisode de Dakar qui va créer vraiment une tension entre les deux. Il va y avoir l'arrestation de Muselier aussi qui va encore arrestation par les Britanniques. Par les Britanniques. Alors et il est accusé en gros de trahison. Il est accusé de trahison. Il est accusé d'avoir donné des informations à Vichy au moment de l'opération de Dakar. Donc c'est une accusation très grave. Évidemment, tout ça a été monté de toutes pièces. Le général s'en aperçoit, mais on peut pas dire qu'il s'est précipité au secours de Muselier. Ce qui lui sera reproché. Lui en veut de ce retard. C'est ça. Muselier va quand même passer 8 jours dans les geôles britanniques, dans des conditions indignes du rang d'un amiral quand même français, ce qui va laisser des traces assez profondes chez Muselier psychologiquement. Il sort quand même affaibli de cet épisode. Avec, probablement aussi des conséquences sur la confiance que se portent les deux hommes. Alors là, c'est vraiment, on va pas dire un point de rupture, parce que ils continuent à partager les objectifs en commun, mais la confiance est rompue. Ça, c'est évident. Et c'est vrai que De Gaulle, quand De Gaulle conçoit l'opération de Saint-Pierre pour des raisons stratégiques dont on parlera après, il confie la mission à Muselier. Est-ce que c'est aussi un moyen d'écarter Muselier de Londres? Voilà. Muselier saute sur l'occasion parce que c'est un homme de terrain. Il a envie de se retrouver au milieu de ses hommes. Il a envie de se retrouver au milieu de ses hommes. Il a envie d'action. Il en peut plus du climat délétère de l'ambiance de Londres. Donc finalement, ça arrange tout le monde cette opération à Saint-Pierre-et-Miquelon, même si elle n'est absolument pas certaine d'aller jusqu'à son terme. Oui, bien sûr. Et alors justement, donc on se demande pourquoi Saint-Pierre-et-Miquelon est devenu un enjeu si important, puisque les Américains s'en mêlent, les Anglais évidemment, les Canadiens. Les Canadiens, c'est assez naturel, puisque géographiquement, Saint-Pierre-et-Miquelon est tout proche. Mais quand même, pour les Américains, ça devient un enjeu important. Alors, c'est le positionnement en fait de Saint-Pierre-et-Miquelon qui est important à comprendre. C'est en termes de géostratégie, c'est un archipel qui est dans l'Atlantique Nord. Oui. À ce moment-là, au sud de Terre-Neuve. Au sud de Terre-Neuve, il y a un câble transatlantique qui passe par là-bas. Il y a un émetteur radio qui est très puissant qui est également présent là-bas. Et on se trouve à un moment où les Anglais n'ont pas d'autre moyen de continuer à combattre que de s'appuyer sur l'allié américain et canadien.
pour aller chercher tout ce qui est fourniture, nourriture, tout doit venir de New York et d'Halifax. Et tous ces bateaux qui viennent et qui sont ce qu'on appelle les convois de l'Atlantique passent devant Saint-Pierre-et-Miquelon. Donc on se dit que si cette île passe aux mains des nazis, ou à ce moment-là, ça devient très compliqué pour les convois de continuer à passer. D'autant que les convois sont battus, sont harcelés par les meutes de U-boat. Voilà. Et c'est vrai que cet émetteur TSF, c'est vraiment le déclencheur en fait. Il était absolument inenvisageable du point de vue des Alliés que cet émetteur puisse tomber dans les mains des nazis. Et en sachant quand même que le gouvernorat est pro-Vichy, donc jusqu'à présent il s'est rien passé, mais c'est vrai que c'est une crainte des Alliés de plus en plus de voir cet émetteur tomber dans les mains de l'ennemi, puisque là, il aurait pu renseigner sur les passages des convois et augmenter l'efficacité des torpillages des U-boats. Donc, les U-boats, ce sont les sous-marins. Les sous-marins allemands qui harcèlent les convois de l'Atlantique et qui font des dommages immenses, mais vraiment immenses. C'est des dizaines et des dizaines et des centaines de cargos qui sont coulés tous les mois, quoi. Donc, à un moment donné, ce danger devenait vraiment trop évident pour les Américains et pour les Canadiens. D'autant que les Américains ont une position par rapport à la France qui est très ambiguë. Très ambiguë. Oui. Ambigu étant gentil. Vous êtes très gentil en disant ambigu. Parce que ils soutiennent quand même Vichy. Ils ont quand même fourni une Cadillac au maréchal Pétain. Oui. Ils ont négocié la possibilité d'entrer des marchandises dans les colonies, notamment en Algérie. Donc, on va dire que les Américains sont isolationnistes jusqu'au 8 décembre 41. Mais clairement, ils sont dans le business. Ils aident Vichy parce que ça les intéresse de toucher l'empire colonial français et de rentrer de rentrer leurs marchandises quelque part. Donc, De Gaulle est quelqu'un qui est pris un peu pour un aventurier quelque part. Face au maréchal Pétain, qui évidemment est auréolé de toute sa gloire du vainqueur de Verdun. Et évidemment, les Américains n'ont pas envie de se couper de cette France. Bien sûr. Exactement. Après, il y a aussi des relations personnelles qui rentrent en compte, parce que dans l'entourage de Pétain, il y a des gens qui sont très proches de Roosevelt. Oui. Donc, on est vraiment son beau-fils ou son beau-frère, son gendre. Charles de Chambord. Voilà, exactement. Donc, on voit qu'il y a des réseaux d'influence vichistes assez importants à Washington à ce moment-là, et que c'est vrai que la France libre, ça compte pas, ça ne pèse rien. Donc pour les Américains, c'est une lubie de Churchill, et puis voilà. Et donc quand le général finalement apprend que les Américains et les Canadiens envisagent un coup de force sur l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon pour contrôler cette fameuse TSF qui est un danger stratégique. Il lance l'offensive. De Gaulle dit, il est inacceptable que ce soit des Canadiens ou des Américains qui mettent pied sur l'archipel. C'est à nous, Français libres, de libérer nos propres territoires. Et là, il y a un petit conflit entre Muselier et lui, parce que Muselier veut recevoir l'autorisation d'une certaine manière des Canadiens et des Américains et des Anglais. C'est exactement ce qui va. Tout à fait. C'est ce qui va cristalliser un petit peu cette crise diplomatique aiguë qu'il va y avoir entre Washington, Ottawa, Londres et la France libre. C'est qu'effectivement, le général souhaite que ça reste secret. Pour justement coiffer tout le monde au poteau et planter le drapeau de la France libre sur l'archipel et mettre tout le monde devant le fait accompli. Voilà. Et il considère que c'est une affaire intérieure à la France. C'est une affaire intérieure. C'est aussi deux stratégies de combat qui sont différentes. Pour De Gaulle, il représente la France. Muselier est plus dans une recherche militaire, dans une stratégie militaire d'accompagnement des forces françaises avec les Alliés, en fait. Oui. Là, il y a un point d'achoppement. Et Muselier est persuadé que sans les Américains, la France ne pourra rien faire. Exactement. Voilà. En plus, il y a quand même un événement considérable à prendre en compte dans cette histoire, c'est que Muselier part d'Écosse avec sa flottille début décembre. Et ils sont au milieu de l'Atlantique dans une tempête en direction donc du Canada quand ils apprennent Pearl Harbor. Donc là tout change en fait. Qui évidemment redéfinit les cartes. Exactement. Et je pense que c'est ce qui a aussi influencé l'amiral Muselier, et c'est corroboré par plusieurs témoignages, dans son choix de prévenir les Américains, de prévenir les Canadiens que la France libre va débarquer à Saint-Pierre. Évidemment, il sent bien les choses arriver. Les Américains avec Pearl Harbor rentre dans la Seconde Guerre mondiale. Donc là, on change complètement de paradigme. C'est plus du tout la France libre et les Anglais tout seuls contre les nazis. C'est toute la puissance américaine. Donc pour Muselier, qui est un vieux soldat, qui a fait 14-18, qui ensuite a joué un rôle considérable dans l'Empire, se passer des Alliés, c'est inconcevable. C'est inconcevable. Donc il passe outre les ordres du général
et il prend contact avec les Américains dès qu'ils arrivent au Canada. Là, évidemment, les Américains disent niet, les Américains, vous n'allez pas là-bas, tout. ce n'est pas à vous de le faire. Oui. Peut-être les Canadiens, pourquoi pas, mais surtout pas la France libre. Voilà, surtout pas la France libre, puisque les Américains sont en lien avec Vichy. Oui. Et du coup, ça viendrait contrecarrer leur bonne relation avec Pétain, et donc surtout pas la France libre. Il faut surtout pas que ce soit la France libre qui s'empare de l'archipel. Et puis il y a aussi un personnage que j'avoue j'ai découvert en lisant votre livre, qui est le secrétaire d'État américain, donc le chef de la diplomatie, qui s'appelle Cordell Hull, Tout à fait. et qui est très antigaulliste, alors farouchement antigaulliste, C'est bon qu'on puisse dire. et qui lui met des bâtons dans les roues en permanence. Complètement. En fait, effectivement, Muselier, quand il arrive au Canada, il va prendre contact avec les autorités canadiennes, qui vont prendre contact avec les autorités américaines. Tout ça remonte donc au secrétaire d'État américain Cordell Hull, qui lui-même a parlé voilà. des soi-disant Français libres. Exactement. Donc ça intervient un petit peu après. Là, on est juste quelques jours avant l'opération. Les Américains ont dit non. Donc Muselier, il est embêté finalement, parce que d'un côté, il vient chercher l'accord des Américains qui refusent cet accord, et de l'autre côté, il a quand même des ordres du général de Gaulle pour faire l'action. Donc Muselier reste quelques jours à Halifax, hein, avec sa flottille et ses hommes, dans une incertitude. Et puis finalement, c'est quand même un patriote, c'est quand même un Français libre, donc il va faire l'action. Il va choisir d'obéir au général et de passer outre les ordres des Américains. Et donc là, ils disent aux Canadiens qu'ils vont aller faire quelques manœuvres, puisque certains des ronds dans l'eau. Des ronds dans l'eau, voilà. Les Français libres récupèrent le Surcouf, qui est un des fleurons de la marine française à ce moment-là, un sous-marin très original, vraiment très avancé pour son temps. Un des plus grands sous-marins du monde. Oui, le plus grand sous-marin du monde. Il récupère ce sous-marin à Halifax, donc il profite de l'occasion, soi-disant, pour faire des exercices. Mais en fait, le cap est mis sur l'archipel et l'opération va avoir lieu. Et puis il y a un personnage, je me permets de le rappeler, c'est Ira Wolfert, puisque lorsqu'il est en poste... Oui, c'est très intéressant. Alors, il arrive ce journaliste américain du New York Times, qui fait partie de ce qu'on appelle la NANA, une agence américaine dans laquelle il y a des grands personnages, le plus grand étant Hemingway évidemment, et qui publie dans 80 journaux aux États-Unis. Donc c'est vraiment une agence très puissante. Et par l'intermédiaire de Saint-Pierre installé à Montréal, il apprend que finalement l'opération est maintenue, parce que voilà. Et du coup, il demande à Muselier dit non, on fait pas d'opération. Puis finalement, il se dit bon. Pourquoi ne pas prendre... tout, je peux avoir un intérêt à avoir un journaliste embarqué. On sait jamais, ça peut servir. C'est ça. Voilà. Et du coup, effectivement, ils embarquent ce journaliste Ira Wolfert avec eux, hein. Ils le mettent au secret, évidemment, et ils l'embarquent avec eux. Le 24 décembre, on l'a vu tout à l'heure, tout se passe très bien. Mais alors là, évidemment, la réaction américaine va être assez terrible. Oui. C'est-à-dire que les Américains apprennent dès le 24 décembre que les Français libres ont mis pied sur l'archipel, et c'est là où Cordell Hull aura cette fameuse phrase, les soi-disant Français libres, qui ont agi en dehors de tout cadre légal, limite s'ils les traitent pas de pirates, en fait, quand même. Et donc là, lui, Ira Wolfert, qui a assisté aux événements, hein, va câbler en fait à New York que tout s'est bien passé, que c'est absolument inconcevable que ça soit d'autres Français qui libèrent leur propre territoire, que ces Français libres qui sont les alliés, qui se battent aux côtés des alliés contre les nazis. Donc finalement, il va commencer à envoyer des articles qui vont dans le sens de la France libre et qui décrivent objectivement ce qui s'y passe sur cet archipel. Et qui vont modifier la perception que les Américains ont des Français libres. Exactement. Alors surtout qu'il a trouvé avec Muselier un espèce de personnage, un Alexandre Dumas, comme il dit, un personnage très pittoresque. Il faut savoir aussi qu'il y a un événement qui va arriver et qui va être très important, c'est le plébiscite qui va arriver le lendemain. Muselier décide d'organiser un plébiscite de tous les hommes de 18 ans, de plus de 18 ans, pour qu'il assoie cette décision qui n'est pas une décision militaire, mais qui est une décision aussi démocratique. Les Saint-Pierre et les Miquelonais voulaient faire partie de la France libre. Oui, et il placarde des affiches où il prend position très très clairement pour la France libre, évidemment, lui, Émile Muselier, contre les forces de l'Axe. C'est ça, complètement. Alors, c'est un peu un coup de génie de Muselier, ce plébiscite, parce que finalement, qu'est-ce qu'il fait quand il fait ça ? Je pense que Muselier est fondamentalement démocratique, démocrate. C'est vraiment quelqu'un, c'est un radical socialiste, donc il a ça dans le sang. Mais en plus de ça, il sait très bien que les Américains risquent de réagir négativement. Donc le fait d'organiser un plébiscite où on demande à la population est-ce que vous êtes pour ou est-ce que vous êtes contre la libération de l'archipel par la France libre, et que finalement c'est voté à plus de 96%, il assoit quelque part cette légitimité au regard de l'opinion publique américaine. Et c'est ce qui va se passer, puisqu'en fait les Américains, à travers les articles d'Ira
à Wolfert vont découvrir en fait que voilà, il y a une volonté des habitants de l'archipel démocratiquement établie d'être libérés par la France libre. Donc on ne peut pas aller contre ça puisqu'on se bat contre ces nazis, contre les forces de l'Axe qui pensent complètement le contraire. Donc là effectivement, Cordeliul se retrouve dans une position, lui quand même secrétaire d'État de Roosevelt, où il est désavoué par son opinion publique grâce à tous ces journaux qui ont titré en une quand même la prise de Saint-Pierre-et-Miquelon. Et d'un autre côté, il y a Vichy qui apprend ça, donc il s'acharne évidemment sur l'amiral Muselier en le traitant de pirate, voilà, etc. Il y a des camps de concentration sur l'île. Il y a des camps de concentration sur l'île, qu'il y a eu des morts, que l'archevêque a été fusillé, etc. Fake news avant l'heure. Fake news total. Donc Cordeliul se retrouve finalement pris dans cette spirale médiatique qui le désavoue complètement. Et du coup, ça rebat un petit peu les cartes quand même en faveur de la France libre à ce moment-là, quoi. En tout cas, d'un point de vue de l'opinion publique. Oui. Et puis il y a un personnage qu'il faut pas oublier, qui est Churchill, qui Bien sûr. Alors, comme de par hasard, il se trouve à ce moment-là aux États-Unis pour aller négocier de l'aide pour la Grande-Bretagne qui combat les nazis. Et il se retrouve un peu au milieu de tout ça, et c'est lui qui va jouer un peu le rôle de médiateur. Oui. Il va avoir une fameuse lettre du général de Gaulle qui lui envoie le 29 décembre en lui demandant de l'aide, parce que là c'est quand même très tendu, hein. C'est pas aussi simple que ça. Et il va avoir un acte absolument incroyable, c'est qu'il va soutenir lors d'un discours le 31 décembre au Parlement canadien en français s'il vous plaît, des phrases absolument magnifiques autour de il faut soutenir la France est une grande nation, elle va revenir dans l'Empire des Nations et on pourra compter sur eux pour demain, quoi. Heureusement qu'on a eu Churchill une fois de plus. Exactement, c'est vrai que là, il joue un rôle considérable. Comme le disait Yassir tout à l'heure, hein, la crise diplomatique avec les Américains arrive à un sommet quand même en janvier 42, pardon. C'est que à ce moment-là, quand même, Roosevelt en a ras-le-bol de cette histoire. Lui, il veut vraiment se concentrer sur son ennemi qui est le Japon. Hein. Oui. Donc tout ça, c'est un peu une aiguille dans sa chaussure. Ça commence à l'énerver beaucoup. Et donc du coup, il dit, on va envoyer un cuirassé américain. On va faire le ménage. Les Français libres, ils vont rentrer à Londres. On va prendre possession de l'archipel. Si les Français libres ne se retirent pas, on va intervenir militairement. Donc là, effectivement, on a un point de crispation, et c'est à ce moment-là que Churchill fait son fameux discours à Ottawa, en français, effectivement, comme l'a dit Yassir, où il soutient l'action du général de Gaulle à Saint-Pierre-et-Miquelon. Donc là, c'est un désaveu total de Cordeliul. Oui. Donc l'administration américaine, devant l'acte de Churchill, qui corrobore un peu les opinions publiques, ils sont obligés de reculer. Hein, oui. Ils reculent, et finalement, on va faire une sorte d'accord tacite où on va demander au général de Gaulle de signer cet accord, où finalement on va partager la souveraineté de l'archipel entre les Américains, les Canadiens, les Britanniques, un peu de la France qui n'est pas trop. Il met quand même une grosse pression. Oui, une grosse pression. Général, hein. Mais en fait, c'est pas. Même le général, à un moment, il parle à un moment avec Mendes France. Il dit, il est presque prêt à abandonner cette histoire parce que ça commence à être très lourd. Très lourd. Très lourd. Et puis finalement, c'est pas appliqué. C'est pas appliqué. Alors, Churchill glisse quand même au général. Mon général signait cet accord. Après, il ne se passera plus rien et plus personne n'ira voir ce qui se passe sur cet archipel. Et que pèse Saint-Pierre-et-Miquelon dans le conflit. C'est ça. Et que pèse Saint-Pierre-et-Miquelon? On regarde des enjeux européens, etc. Donc, De Gaulle, à contre-cœur, accepte de signer ce document. Et effectivement, comme par hasard, il ne se passe absolument rien. Les Français libres restent sur Saint-Pierre, qui devient une base navale alliée, et où d'ailleurs beaucoup de Saint-Pierrais vont s'engager dans les forces françaises libres. Et alors, Émile Muselier, qui est le grand-père de Renaud Muselier, rentre à Londres à ce moment-là. C'est ça. Alors, avant de rentrer à Londres, il y a quand même un épisode qui est magnifique, c'est que il va rester 54 jours. 54 jours. 54 jours. Pendant 54 jours, il va révolutionner l'île. Il y a près de 10% quand même de l'île qui va s'engager quand même, ce qui est quand même énorme. Il va les drapeaux, les uniformes de la France libre sont tissés là-bas. Il va avoir une idée de génie qui comme il manque de fonds pour pouvoir véritablement alimenter, parce qu'il y a un blocus quand même américain, donc il n'y a pas moyen d'avoir de la nourriture. Il va aller créer des timbres avec la mention FNFL qui vont rapporter à l'île près de $100,000 et qui vont permettre de l'investissement nécessaire pour que l'île reparte un peu
voilà, dans le conflit. Et c'est des thèmes qui doivent être très recherchés en ce moment. Ils sont très recherchés, et déjà à l'époque, ils étaient très recherchés par les collectionneurs, encore plus maintenant. Alors, il y a un personnage aux côtés de Muselier qui va aider Muselier à réorganiser l'archipel, à la mettre en ordre de bataille pour qu'elle rentre dans le conflit, vraiment. C'est Alain Savary. Alain Savary, à ce moment-là, il est tout jeune, il a 24 ans. Il est avec Muselier dans son équipe, et Muselier va confier en fait l'administration civile, puisque le gouverneur vichiste a été débouté, va confier l'administration civile du territoire à Alain Savary, qui va rester en place quand même pendant 1 an. Et qui va effectivement mettre en œuvre un certain nombre de mesures qui vont aider l'archipel à perdurer, à s'organiser, des mesures sociales également qui vont être mises en place pour lutter contre la misère et tout ça. Donc ils vont laisser une trace assez importante quand même, ces Français libres sur l'archipel. Et Alain Savary sera, d'ailleurs c'est assez anecdotique mais assez intéressant à noter, deviendra député de l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon dans les années 50, 10 ans, 15 ans plus tard, garder beaucoup d'affection pour ce territoire. Donc, Compagnon de la Libération. Compagnon de la Libération. Qui est ensuite devenu premier secrétaire du Parti Socialiste et ministre de l'Éducation de François Mitterrand. Donc il n'était pas très proche, pareil. C'est ça. C'est un gaulliste de gauche. Voilà. Donc oui, Muselier finalement, il rentre à un moment donné à Londres. Et alors il perd son poste de commandant. Alors c'est ça. Il arrive, bon, il est auréolé de son succès quand même, parce que là, il arrive dans une ambiance où finalement, il a gagné quand même une grosse bataille. Mais on lui propose d'ailleurs d'aller à un moment à Madagascar pour un nouveau conflit. Mais De Gaulle, lors de ce comité exécutif, dit voyez, messieurs, j'ai eu raison de faire cette action, même si les Alliés n'étaient pas d'accord, ce qui évidemment, dans le cas de Muselier, l'agace profondément, parce que lui, il l'a vécu de l'intérieur. Et Muselier, alors on ne sait pas si c'est un coup de sang, ou en tout cas, dit, bon, je démissionne. Dans ces conditions, je me retire. Je me retire, il démissionne de son poste au sein du comité de la France libre, et à travers une lettre, il va expliquer il va garder toutes les fonctions militaires que le général voudra bien lui donner, et le général va prendre cette lettre-là pour dire écoutez, à ce moment-là, vous n'êtes plus commissaire, vous n'êtes plus, dans le comité, mais également, on vous retire aussi le commandement des Français, des FNFL, forces françaises. Ouais. Alors, c'est vrai que Muselier, je pense qu'il a voulu mettre un coup de pression au général à ce moment-là. Ce fameux comité de la France libre au retour de Muselier, c'est vrai que ça se passe pas bien, peut-être que le général se gausse un peu d'avoir conduit cette action contre les Alliés, Muselier le vit mal, mais dans sa lettre, où quelque part il met un peu en jeu, effectivement, son commandement, et je pense pas qu'il s'attendait à ce qu'on lui retire quand même. Mais le général de Gaulle étant un chef, il a voulu exactement. La France libre ne pouvait avoir qu'un chef, et c'était le général de Gaulle. Et du coup, Muselier se retrouve pris à son propre piège, quelque part. Il va même aller jusqu'à en appeler aux Anglais, dont il est très proche de par sa qualité de marin. Il avait des bonnes connexions à l'amirauté britannique. Il va essayer de faire jouer ses relations, mais Churchill va trancher. L'amiral Muselier n'est plus le bienvenu à Londres. Donc ça va quand même jusque-là, et c'est vrai que par la suite, l'amiral Muselier choisira d'aller soutenir le général Giraud contre le général, aura vraiment une rancœur tenace contre le général de Gaulle, puisqu'il écrira même un bouquin par la suite, De Gaulle contre le gaullisme. Oui. Donc ça veut tout dire, le titre veut tout dire. Donc voilà, cet épisode de relations entre Muselier et le général de Gaulle se termine comme ça, malheureusement. Ils rebondissent un petit peu plus tard dans le temps, c'est assez intéressant de rappeler cet épisode, c'est que le général devenu président de la République invitera l'amiral Muselier à l'Élysée, qui refusera de s'y rendre. Donc est-ce qu'il y avait peut-être de la part du général une volonté de tirer un trait sur le passé, on ne saura jamais. Ce qui est quand même assez intriguant, c'est que à la mort de l'amiral Muselier, ses archives personnelles seront saisies par la police. Donc on n'a jamais vraiment su le pourquoi de cette affaire. Elles seront restituées quelques années plus tard sur ordre du Conseil d'État. Mais voilà, donc finalement, même au-delà de la mort, la rivalité entre ces deux grands personnages de la France libre a continué à se cristalliser. Mais tous les personnages d'ailleurs auront un destin absolument incroyable. Vous parliez de Cordeluo tout à l'heure. Oui. C'est quand même le père des Nations Unies. Oui. Il a été prix Nobel de la paix. Le journaliste Alain Savary, dont on avait parlé tout à l'heure, a été ministre de Mitterrand. Ils ont tous quelque part Ira Woolfert aura le prix Pulitzer. Enfin, voilà, tous ces personnages. Et c'est ça aussi qui nous a intéressés dans le livre. C'est ces incroyables personnages qui à chaque fois
voilà, ont un destin absolument incroyable. Et ce qui est intéressant aussi, juste peut-être pour conclure, c'est que cette affaire de Saint-Pierre-et-Miquelon, finalement, et ça nous a été corroboré par plusieurs historiens, vient à un moment donné cristalliser quand même le pouvoir du général de Gaulle sur la France libre. C'est-à-dire que effectivement, il y a eu au sein du mouvement quelques rivalités politiques qui ont fait qu'à un moment donné, le général a dû s'imposer quand même pour qu'il y ait qu'un chef et qu'un commandement. Et cette affaire de Saint-Pierre-et-Miquelon, finalement, vient presque parachever cette œuvre-là. Oui. C'est la première fois que le général finalement remporte un succès sur un territoire national, parce qu'il y a eu avant Par des forces nationales. par des forces françaises libres. Il y a eu évidemment hautement symbolique. Hautement symbolique. C'est vraiment quelque chose qui vient cristalliser et asseoir de façon définitive la France libre, d'abord du côté des Alliés, puisqu'après ils vont regarder la France libre un peu différemment quand même. Les Américains vont changer de regard, même si on sait très bien que ça va être compliqué et ça va continuer à être compliqué. Là, à ce moment-là, ils se disent oui, mais ce De Gaulle là, finalement, il va peut-être falloir qu'on fasse avec quand même. Il va falloir compter avec lui. Voilà, c'est ça. Eh bien, Xavier Fréquent, Yassir Galzim, je vous remercie. Je rappelle le titre de votre ouvrage, L'archipel des Français libres, aux éditions Mon Autre France, qui est une maison d'édition de Saint-Pierre-et-Miquelon, qui publie des livres sur Saint-Pierre-et-Miquelon. C'est ça. L'archipel des Français libres. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.